Voilà 3 ans et demi que ChatGPT est arrivé. Ça remonte à pas si longtemps et pourtant personne n'aurait pu se douter de l'ampleur que cet événement allait prendre. Aujourd'hui, l'IA est sur les lèvres de n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. On en parle même au sein des cours de récréation de l'école primaire. What are you doing? Répétez. I know, but what are you doing? Elle est de plus en plus présente dans notre quotidien, jusqu'à atteindre le fond de nos toilettes, mais surtout, on ne retrouve plus seulement OpenAI et ChatGPT comme seule et unique référence dans le domaine. Depuis, on a eu les Gemini, les Claude ou encore les Grok, bref, tout plein de modèles et derrière eux des acteurs qui veulent toujours récupérer une part de gâteau encore plus grande. Alors, comment se retrouver dans cette myriade d'options et d'outils, surtout quand d'un mois à un autre, ce que hier était à l'état de l'art est soudainement rendu obsolète par un nouveau produit révolutionnaire. Tentons en 10 minutes d'y voir un peu plus clair. Ou du moins, je vais essayer. La startup menée par Sam Altman prit le monde de court avec la sortie de ChatGPT et de son modèle, le GPT 3.5. Mais qu'est-ce qu'un modèle? De manière super simple et super simplifiée, un modèle c'est un programme entraîné à faire des relations sur les informations qu'on lui donne. Dans le cas des modèles tels que le GPT, ils sont entraînés à prédire la suite d'un texte. On obtient un chatbot assez efficace, mais qui fait pas le figure face à son itération directe, le GPT-4, qui popularise l'utilisation du raisonnement pas à pas, ou en anglais le chain of thoughts. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Au lieu de répondre directement à la question, le modèle décompose le problème de la même manière que nous faisons une to-do list mentale, ou encore une liste de courses. Aujourd'hui, on se retrouve avec le modèle GPT 5.2, monté avec un raisonnement agentique, un terme qui vous fera frissonner, certains dans le bon sens, d'autres dans le mauvais. C'est la mode du moment. En plus d'une intelligence généraliste, l'IA comprend mieux, se perd moins et peut maintenant utiliser des outils comme votre boîte mail et vous dire si l'URSSAF frappe à votre porte. Maintenant, OpenAI est une organisation à but non lucratif, avec une filiale qui, elle, est à but lucratif. Seulement entraîner une IA, ça coûte cher, très cher, et malgré des revenus massifs, la startup a du mal à être rentable. C'est là qu'intervient Microsoft, qui achète des parts et s'engage à consommer beaucoup, vraiment beaucoup de produits d'OpenAI. C'est la raison pour laquelle vous pouvez aujourd'hui vous extasier ou vous plaindre de ChatGPT avec ChatGPT sur les produits Microsoft. Tout ça c'est super, mais maintenant je ne sais pas si je vous l'ai dit, entraîner une IA ça coûte cher, très cher, et OpenAI brûle toujours énormément de capital. Et donc, l'entreprise doit trouver des moyens pour devenir rentable, et visiblement, ça passe entre autres par l'ajout potentiel de publicité directement sur ChatGPT. OpenAI s'était donné pour mission d'assurer une intelligence artificielle générale, au bénéfice de l'humanité, et ce, sans être à la recherche de profits financiers. Mais il semble dernièrement que ce dernier point soit non seulement devenu un objectif, mais qu'ils prennent une place de plus en plus importante. Et aujourd'hui, ils ont de la sérieuse concurrence, notamment de la part d'un géant qui revient très fort, qui n'est nul autre que... Google, c'est un peu l'excellent élève qui a rendu sa copie en retard. C'est Google qui est à l'origine d'AlphaGo, qui en 2016 écrase les meilleurs joueurs de Go de la planète, et nous donne un avant-goût de l'expérience Terminator au passage. C'est aussi Google qui est à l'origine des Transformers, une technique à l'origine même des IA telles que nous les connaissons aujourd'hui. Quelle surprise donc de les voir se faire passer devant par OpenAI, et quelle surprise de voir leur premier modèle, Bard, se faire ratatiner par GPT-4. Alors on écrase tout et on recommence, Bard devient Gemini et remet Google dans la course, d'autres modèles fort sympathiques comme VO3 débarquent pour que vous puissiez faire croire à tout le monde que vous êtes allé au sommet de l'Everest en claquette. Et début décembre 2025, soit il y a à peine 2 mois, sort Gemini 3. Et quelle sortie! En suivant la mode de l'argentique, avec lui tu peux tout faire, mais genre tout faire, en même temps. Sur un ordinateur quand même. En lui donnant les permissions évidemment. Enfin bref, vous voyez, j'exagère un petit peu, mais cela démontre l'impact immédiat qu'a eu Gemini 3. Google devient très agressif dans leur approche, dans l'optique de faire oublier ChatGPT. Le tout à coup d'abonnements généreux en fonctionnalités et des performances qui brisent beaucoup de records. Clairement, l'objectif est de faire en sorte que lorsqu'on pense à l'IA, on pense à Gemini et plus à ChatGPT. La diffusion de cette technologie rentre dans un de leurs objectifs à long terme, organiser l'information du monde et la rendre universellement accessible et utile pour l'humanité. Et en parlant d'accessibilité, il y a un acteur qui est présent partout sans que le public s'en rende compte, simplement parce qu'il cible principalement les développeurs. Anthropic, c'est la startup qui va se poser la question de comment faire en sorte que cette IA ne dérape pas quand elle travaille dans un environnement sensible. La startup a été fondée par d'anciens d'OpenAI du fait d'une préoccupation forte pour la sécurité, la fiabilité et l'alignement des intelligences artificielles.
Ils veulent représenter cette mission de bénéficier à l'humanité sur le long terme, en direct contraste avec les récentes décisions d'OpenAI. Moins connus du grand public, mais très respectés dans le monde professionnel, leur promesse, c'est une IA sûre et fiable. Leur concept clé s'appelle l'IA constitutionnelle. On va donner à l'IA une constitution correspondant en gros à son petit livre de loi intérieur, dont il doit se référer pour guider ses réponses et se corriger. L'IA reste alignée et est moins dépendante du feedback humain. Ça plaît aux entreprises pour une raison simple, moins de surprises, plus de conformité. Fin 2025, Claude arrive avec deux grandes saveurs. Sonnet 4.5, la version milieu de gamme rapide avec un bon équilibre entre performance et coût. Opus 4.5, la version premium, plus grand, plus puissant. Ce dernier est excellent pour réaliser des tâches longues et complexes, pour produire des agents IA, et générer du code de qualité à l'échelle de tout un projet de développement. Sur ces domaines, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur qui est disponible sur le marché, ce qui en fait le compagnon favori des développeurs. Cette approche de l'IA fait qu'Anthropic propose en majorité des services B2B. Ils vendent une API, des abonnements, mais surtout de la capacité à grande échelle via les cloud providers, Google et Amazon, avec qui l'entreprise est en partenariat. Partenariat essentiel car elle ne possède pas encore de data center à elle seule. J'ai parlé de l'agentique, une technique qui repose beaucoup sur l'orchestration. Mais l'orchestration, qu'est-ce que c'est exactement? Orchestrer, c'est brancher l'IA aux bons outils, aux bonnes données, avec les bons droits d'accès et souvent une validation humaine. Anthropic pousse justement le modèle MCP, un modèle standard ouvert pour connecter des agents aux applications et systèmes internes, voire à un autre modèle d'IA, lui-même spécialisé pour des tâches ingrates. À ce rythme, nous ne sommes plus très loin de recréer des classes sociales au niveau des intelligences artificielles. En clair, un modèle seul n'est pas synonyme de solution. Une IA sans orchestration, c'est comme un stagiaire sans accès au réseau. Anthropic cherche à empêcher que l'IA dérape, à encadrer son comportement en lui donnant une constitution. Mais une autre question arrive très vite. On ne cherche plus seulement à savoir si ce que dit l'IA est juste et fiable, mais également qui détient les clés du système, et donc les règles du jeu. Et à cette question, Mistral apporte la réponse suivante. Si vous le souhaitez, le contrôle vous appartient intégralement. En effet, la technologie de la start-up française cible les entreprises et systèmes étatiques qui souhaitent avoir suffisamment de contrôle sur cette technologie. Ils partent du principe que l'intelligence artificielle, au même titre que la data, n'est pas quelque chose que l'on peut entièrement déléguer à un vendeur. D'autant plus un vendeur étranger, d'autant plus pour des secteurs stratégiques tels que la défense ou la santé. Mistral, c'est le choix de l'open source. La startup publie ses modèles en open weight qui consiste grosso modo à rendre public les paramètres qui font que le modèle d'IA produisent les réponses qu'il produit. Autrement dit, tout le monde peut venir télécharger le modèle, le faire tourner chez soi, le réentraîner et le tout selon ses propres règles. Tout ça pour faciliter l'audit, la recherche et la compréhension des modèles, et donc favoriser la contribution par d'autres chercheurs à travers le monde, notamment auprès de ceux qui n'ont pas accès aux mêmes ressources. L'entreprise focalise sa stratégie sur du sur-mesure. Au lieu de réaliser un modèle capable de résoudre tous les problèmes du monde, ce qu'on n'arrive pas encore à faire, autant réaliser un capable de réaliser un problème spécifique et de rajouter une plus-value significative sur ce sujet. Bien qu'il existe des solutions grand public comme la plateforme Le Chat, qui rend l'interaction très agréable, en tout cas pour un francophone tel que moi, au niveau performance, c'est plus compliqué. C'est surtout dans les environnements professionnels que Mistral déploie sa véritable force. L'adaptation aux données internes, déploiement on-premise ou cloud souverain, optimisation fine pour un métier précis et accompagnement stratégique pour transformer un modèle en outil productif plutôt qu'en simple démonstration technologique. L'objectif n'est pas seulement de fournir une IA puissante, mais également une IA maîtrisable, intégrable et économiquement rationnelle. Avec Mistral, la souveraineté devient un argument stratégique, mais dès qu'on parle de souveraineté technologique, on quitte le simple terrain industriel. On passe en géopolitique. Et il y a un acteur qui a pris la logique de l'open source très au sérieux. On a fait un atout, et ce depuis un moment. Cet acteur, c'est... Janvier 2025, un nom a fait trembler les marchés. DeepSeek. J'ai l'impression que c'était il y a 3-4 ans, et pourtant c'était tout juste l'année dernière. Pourquoi tout ce bruit? Eh bien le modèle DeepSeek R1 débarque en égalant les modèles O1 d'OpenAI et Claude 3.5 d'Anthropic. Tout ça en étant non seulement open weight, mais surtout en nécessitant beaucoup moins de ressources pour atteindre ses performances.
On parle de 294 000 $, selon certaines estimations rapportées par Reuters, pour entraîner le modèle comparé aux milliards évoqués pour les modèles américains. Résultat, durant ce fameux Deep Shock, après avoir eu la preuve que l'on peut être performant sans brûler des milliards, tout le monde commençait à se demander si l'avance américaine n'était pas moins infranchissable qu'on le pensait, et si les milliards injectés dans l'intelligence artificielle étaient vraiment justifiés. Aujourd'hui, des modèles chinois en veux-tu en voilà, on peut compter DeepSeek, Alibaba et Baidu parmi beaucoup d'autres acteurs de l'intelligence artificielle chinoise. Certains, comme le gouvernement américain, pourraient voir cette force grandissante comme une menace, et ainsi lui barrer la route du marché américain en lui bloquant l'accès aux GPU Nvidia. Mais le meilleur moyen pour conquérir un marché et se diffuser de par le monde, c'est d'être accessible gratuitement. L'open source devient donc un levier d'exportation stratégique pour la Chine. Des modèles et des acteurs, il y en a plein d'autres que je n'ai pas abordés, comme Meta et xAI, mais je n'ai pas non plus envie de vous noyer sous une montagne d'informations, et moi-même au passage. Mais tout ça, c'est un grand casse-tête pour les utilisateurs tels que vous et moi. Aujourd'hui, il existe un grand nombre de constructeurs de modèles qui, en réalité, présentent des performances de modèles si similaires qu'il est compliqué de faire la différence sur lequel est effectivement le meilleur. Du fait de la diffusion de connaissances entre les laboratoires qui construisent ces modèles et qui utilisent des sources plus ou moins similaires, ce qui font qu'ils ont tous plus ou moins la même chose, il est compliqué pour un acteur de garder un avantage significatif sur ses concurrents, d'autant plus sur le moyen long terme. On observe deux paradigmes suivis par ces acteurs. Le premier implique de se concentrer sur les modèles en eux-mêmes et de toujours vouloir sortir la version la plus performante pour résoudre tous les problèmes du monde. Un paradigme que l'on peut bien observer auprès d'OpenAI et Google notamment. Le second consiste à raisonner à l'envers et de se focaliser sur le problème à résoudre et non directement sur la solution. L'idée est de cibler les cas d'usage de manière distincte et de personnaliser le modèle pour qu'il soit expert sur ces sujets. Une approche largement adoptée par Mistral. En résumé, là où les premiers cherchent un modèle universel capable de tout faire, les seconds cherchent un modèle adapté à un problème précis. Et cette dernière approche est de plus en plus adoptée. On délaisse un peu la course à l'AGI pour cibler l'applicatif auprès des entreprises, souvent par souci de rentabilité. Enfin, pour répondre à la question quel modèle d'intelligence artificielle est le meilleur, je vous répondrai que vous vous trompez de question. Vous devriez plutôt vous demander quel modèle répond le mieux à mes besoins, en étant le plus spécifique possible. En ce qui me concerne, quand je code Opus d'Anthropic qui est mon meilleur ami, pour faire croire que j'ai visité Bali, j'utilise VO3, pour mes études et révisions, ce sera NotebookLM. La miniature de cette vidéo aurait pu être réalisée avec DALL-E, et si j'avais voulu ne pas réfléchir à tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, j'aurais utilisé GPT-5. Ah, et le temps d'écrire et de tourner cette vidéo, Anthropic et OpenAI ont eu le temps de sortir leurs modèles respectifs, Opus 4.6 et GPT 5.3. Ça va aussi vite que ça. J'en suis presque à parier même sur l'annonce d'un nouveau modèle d'ici 2 semaines. Maintenant, est-ce que cette vidéo a été générée par IA ? Je vous laisse tenter de le déterminer en commentaire. En attendant, je vous laisse avec une citation que j'apprécie particulièrement de Marshall McLuhan. Nous façonnons nos outils et nos outils nous façonnent.